à 19h ce soir et avec nos invités du jour, en tout cas nos éditorialistes. Et Éric Revel est avec nous, journaliste, écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Ça va mon cher J'allais vous avez pas de micro, voilà, on vous entend. Eric. On m'entend pas ? Si, ça y est, c'est bon. Ah oui, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, moi. Visiblement vous avez un assistant qui ne vous ouvre pas le micro. Bienvenue. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Bonsoir, monsieur Samuel. Cécile. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Comment ça va ? Oh, dis donc, ça sentait le rendez-vous ministériel, là. C'était que pour vous, Cécile. Bien entendu. Déguisé en pingouin. Bien entendu. Non, c'est le. Commencez pas, vous. Commencez pas. C'est le maître d'hôtel. Marie-Laure Buisson est avec nous, essayiste et présidente fondatrice de la fondation Marie-Laure Buisson. Bonsoir. Cécile. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et au sommaire de cette émission, mes amis, on va revenir sur ce nouveau scandale qui secoue le périscolaire parisien. Plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs visent un animateur qui intervenait dans des écoles à Paris. Et avec cette question des jours, comme pour Betaram, faut-il une commission d'enquête parlementaire sur les affaires du périscolaire parisien? Je crois que c'est un grand oui à 95,8%. Et puis, la question du soir à 18h30 pour Ursula von der Leyen. L'Europe a commis une erreur stratégique en délaissant le nucléaire et doit désormais relancer cette énergie pour renforcer son indépendance. Avec cette question du jour, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron doivent-ils rendre des comptes? Et pour l'instant, vous dites oui à 96,2%. Et direction, oh là 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 là, ça y est, le bruit, on l'entend, il est là. Bonsoir Philippe, David. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Nous sommes en direct. Allez-y Cécile. Non, j'allais dire, vous êtes en Foulayronne. À Foulayronne, absolument, un endroit magnifique dans le Lot-et-Garonne et dans un bar-tabac. Alors où on trouve tout, y compris des vêtements et des bijoux. C'est absolument extraordinaire. Et c'est tenu par deux jeunes garçons qui s'appellent Lucas et Pierre Ferland. Bonsoir Lucas, bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sud Radio. Alors on va commencer par Lucas, par ordre alphabétique. C'est une histoire de famille, les bars tabac. Racontez-nous. Alors oui, c'est une histoire de famille. On a nos parents qui tiennent le même style de commerce à 5-10 minutes de Foulayronne. À Colérac-Saint-Cyr, c'est ça ? Exactement. Alors moi, ça a toujours été une vocation. J'ai commencé à travailler là-bas depuis petit et j'ai de suite accroché. J'ai essayé plusieurs métiers, mais je suis toujours revenu dans le tabac. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réalisé un de mes rêves. Acheter un il est absolument magnifique. Je pensais que ce serait d'être en direct à Sud Radio, que c'était son rêve. Le rêve numéro 1, c'était pas d'être en direct à Sud Radio ? Alors, ça veut dire non. À Sud Radio, mais avec Philippe David. Gentil. C'est encore mieux. Pierre, travailler avec son frère, c'était une vocation aussi. Vous avez dit, plutôt que d'avoir un tabac tout seul, je le fais avec le frangin. C'était pas une vocation de base. Moi, j'ai subi une reconversion il y a 2 ans. J'étais ancien viticulteur et suite aux crises viticoles, j'ai voulu tourner la page et changer. Et qu'est-ce qu'on sait faire de mieux dans la famille ? C'est vendre du tabac. Et c'est tout naturellement qu'avec mon frangin, on s'est installé il y a 2 ans et aujourd'hui, on regrette pas parce que on est très bien à Foulayronne et on est très bien tous les deux. Et ce qui est super, c'est que vous le disiez, il y a même des vêtements. Ils vendent des produits du terroir. Profitez-en pour en acheter, Philippe. Vous en avez bien besoin pour faire la garde-robe. Merci, traitez-moi de ringard. On n'a pas dit ça. Après, faut qu'il fasse les grandes tailles. Il est méchant. Je vais me venger. Alors en plus, il y a des produits du terroir, vous vendez du pâté, du foie gras, du saucisson. Vous imaginez que je suis un peu comme un poisson dans l'eau ici. Parce que nos amis ont plein de qualités. On imagine. Ils sont hyper sympathiques. 2, ils adorent le rugby. Et 3, je l'ai testé ce midi, ils ont un excellent coup de fourchette. C'est pas vrai, Lucas et Pierre ? C'est vrai qu'on a bien mangé. Et toi aussi, on a pu voir ton bon coup de fourchette. Là, à ce stade, ça s'appelle de la délation. Il va jamais rentrer. Non. Il va pas rentrer là. Non, moi, je serais ravie qu'il rentre pas. Ça y est, Cécile nous fait un pronunciamento à l'antenne. Gardez-le. Vous avez eu en direct un coup d'état. Merci. Allez, on vous retrouve dans quelques minutes, mon cher Philippe, avec vos invités. Et puis, n'oubliez pas, à 17h50,
Ah bah oui, voilà, l'arnaque du jour avec Flavio. Et c'est-à-dire que vous avez envie d'acheter des, comment ça s'appelle, des pièces à caddie là. Des jetons. Des jetons de caddie. Exactement. Voilà, plus cher que la livraison, moins cher que la livraison, ça devient compliqué. Écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle pour les jetons de caddie à vendre sur le Bon Coin, toujours disponibles? Oui, toujours disponible. Oui. Par contre, il ne reste que le jeton Intermarché, le Corin. Le reste, c'est vendu. D'accord, écoute, voilà, il n'y a que les Leclerc qui restent, les Pour autres faire sont la vendus. collection, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Mais vous allez voir dans la longueur à 17h30 et vous comprendrez pourquoi. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Dans un instant, le grand débat du jour, on va revenir justement sur cette question comme pour Bétaram. Faut-il une commission d'enquête parlementaire sur les affaires périscolaires parisiens? Pour l'instant, vous dites un énorme oui à 96,2%. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons La différence, elle est là, mon cher Sébastien. Elle est là. Ou alors, vous m'expliquez que vous étiez également contre une commission d'enquête sur Bétaram. Auquel cas, j'enlève mon argument. Mais si vous pensez qu'il fallait une commission d'enquête sur Bétaram pour faire le procès de tout l'enseignement privé, alors je vous dis, s'il n'y a pas de commission d'enquête, c'est parce que on ne veut pas, et on est à quelques jours de des élections municipales, que la mairie de Paris de gauche soit incriminée ou soit éclaboussée par, disons, son silence coupable. Elle l'est déjà éclaboussée, avec ou sans commission d'enquête, elle est c'est éclaboussée. ça la grande différence. Et d'ailleurs, est-ce que les médias se mobilisent pour réclamer, les médias publics se mobilisent pour réclamer une commission d'enquête sur ce qui se passe? Mais non, voilà. mais non. Donc tout ça, comme disaient les jeunes, ça passe crème. Voilà. Alors rien que pour ça, je vais vous dire, il n'y a pas de raison de traiter différemment les choses. Bah oui, il faudrait une commission d'enquête pour savoir ce qui dysfonctionne dans ce service à la mairie de Paris. Aujourd'hui, Voilà. le signalement au procureur, il est déjà fait, il est de fait, on en parle. Il y a bien un procureur qui va se saisir de cette ça affaire. fait déjà plusieurs jours. Pardon, mais ça fait déjà plusieurs jours. Je suis abasourdi par les raisonnements qui viennent d'être tenus. Le mien. En partie, Eric, Ouais, mais forcément. on peut Bah être oui, c'est d'accord à un normal. certain point. Si vous m'aviez applaudi, je ne souhaite j'aurais absolument pas qu'on douté fasse de une commission parlementaire sur cette biais question. idéologique. Pourquoi ? Les dernières commissions parlementaires médiatiques auxquelles on a pu assister ont été des fiascos totaux. Je n'ose imaginer, du fait du manque de qualité de nos députés, d'intelligence et le fait qu'ils ne sachent pas poser des questions sur des problématiques aussi pointues, ce que pourrait donner une enquête parlementaire de ce type. Si vous m'amenez sur le terrain de la justice et du judiciaire, là je vous dis oui, allons-y, c'est même nécessaire. Évidemment. Je m'étonne que ça ne soit pas le cas. J'aimerais qu'on ait aussi une pensée pour des familles qui nous expliquent qu'elles ne savent pas si leurs enfants ont été victimes d'agression. Ça, pour le coup, moi, si je me mets de l'autre côté, comme d'autres autour de cette table, je pense que je vrille. Et vriller à un point inimaginable sur des choses comme ça, c'est inadmissible. Donc, enquête parlementaire, je pense que c'est maintenant un mot magique qu'on brandit à tout champ. Le service public n'a absolument pas vocation à réclamer des enquêtes parlementaires sur ce type de questions. Et pour répondre sur votre dernier point, mon cher Eric, le comparatif avec Bétaram, sur le fait que Bétaram incarnait le privé et que cette affaire incarne la gauche et le public, je trouve qu'il ne tient pas dans la simple mesure où il y a des responsables, il y a des recrutements qui sont faits. D'ailleurs, je m'étonne qu'on renvoie à chaque fois au manque de qualification ou de diplôme. C'est pas un problème de diplôme ou de qualification. C'est un problème mental. Là, vous avez soulevé un très bon point. C'était effectivement de faire des vérifications sur des fichiers de délinquants sexuels et faire en sorte que ces personnes ne rentrent pas dans ce type d'institution d'éducation. Mais sur le reste, ramener ça à la politique ou même charger un Emmanuel Grégoire... Ah bah je ne vais pas citer son nom. Vous faites bien de dire que ça dépend de lui parce qu'il est candidat à la mairie de Paris justement. Oui, tout à fait. Bah vous avez raison. Et je vais vous dire la différence avec François Bayrou. En l'occurrence, on est sur une affaire qui a été découverte récemment, qui va être traitée immédiatement. Bétaram, c'est l'omerta pendant des décennies. Voilà, vous avez des décennies. Mais à la limite, mais on ne sait pas depuis quand ça dure ces histoires de à la limite, ça ne se vacataires. compare pas, vous avez raison. Mais juste sur ce point, et pour conclure, on ne peut pas systématiquement demander aux politiques des réponses quand on est sur des problématiques de recrutement. Aujourd'hui, vous voulez savoir pourquoi s'est passé ça, vous vous tournez vers la direction des ressources humaines. Samuel, je vais vous montrer pourquoi mon raisonnement est bon. Vous avez posé une bonne question. On peut prendre aussi cette affaire avec cet angle-là. Pourquoi la justice ne se saisit pas ? Bien sûr. Pourquoi, à votre avis ? Je n'en ai aucune idée, mais vous allez me donner la réponse. Eh ben oui, parce que est-ce qu'on fait pas parfois l'amalgame, les procès d'intention d'une justice qui parfois serait un peu politisée ? Vous
voyez ce que je veux dire? Mais je pense que vous tirez une ficelle. Mais non, je tire pas une ficelle. Je tire pas une ficelle. Elle est grosse. Vous pavez avec efficacité le cheminement de ma démonstration, mon cher Samuel. Si vous le dites. Je rappelle qu'à la mairie de Paris, c'est l'une des administrations les plus denses de France. Ah oui, vous avez des milliers de collaborateurs. 50 000, je crois. Donc il faut déjà convoquer. Il y a probablement un directeur aux affaires scolaires, un directeur à la petite enfance, un directeur des ressources humaines. Mais la justice, elle est de fait saisie. Arrêtez de croire. Mais elle va l'être. Pardon, mais il y a certainement des remontées d'informations qui n'ont pas, à un moment donné, été traitées d'une manière ou d'une autre. Mais là, typiquement, pardonnez-moi, Samuel, vous allez nécessairement avoir des élus de tous bords, qui soient de gauche, qui soient de droite, qui soient du centre, qui soient des élus sortants ou de futurs élus entrants, etc., qui vont faire ce fameux signalement article 40, etc. Donc, il faut arrêter avec cette ficelle de la commission d'enquête parlementaire. C'est une tarte à la crème médiatique. Non, voilà la réalité. Je pense que la commission d'enquête sur le service public, sur les médias de service public, est très intéressante et très éclairante. Monsieur Revel, c'est autre chose. Sarah, très éclairante. Est-ce que vous voulez réagir, Sarah, parce que malheureusement, on vous entend pas bien. Oui. Allez-y. En fait, quand vous parlez de parlementaires, il faut savoir que le fait d'avoir des animateurs périscolaires des mairies, ça a été voté par les parlementaires. Donc c'est vraiment certains qui se font la queue. Donc si vous voulez, quelqu'un parler de l'incompétence des parlementaires, ils votent des lois sans savoir de quoi ils parlent, qui mettent ensuite les citoyens dans cette situation. Ça n'aurait jamais dû exister. Il faut des gens assermentés, sérieux, qui soient devant des enfants. Il suffit d'avoir plus d'enseignants au lieu de supprimer des postes. La situation, elle est simple, la solution est simple. C'est qu'on fait n'importe quoi, c'est tout. Paris est une collectivité locale, donc elle n'est pas régie, elle n'est pas sous la tutelle des parlementaires de la ville de Paris ou d'ailleurs. Ils n'ont pas à mettre des gens n'importe qui. C'est une problématique mairie de Paris, madame. C'est une problématique mairie de Paris. Mais madame a raison. Attendez. Madame a raison. Madame a raison. Pardon, mais comment c'est possible que pour nos chères têtes blondes, quand on est parents, qu'on se dise que la mairie de Paris recrute des gens qui n'ont même pas un diplôme d'État, même pas, et dont on n'a même pas vérifié s'ils avaient un casier judiciaire ou pas. Quand on sait que, par définition, les pédocriminels cherchent avant tout à s'approcher des enfants, raison pour laquelle on les retrouve dans les colonies de vacances, dans la petite enfance, dans les maternelles. Bien, évidemment que c'est un terrain de jeu. Je serais tenté de vous répondre que dans le cas des récidivistes, ce serait plutôt au ministère de l'Intérieur de faire correctement son travail sur le suivi de ces délinquants sexuels. Mais après, vous avez raison sur tout le reste, sur effectivement, il y a des vérifications qui n'ont pas été faites, et là-dessus, je vous l'enlève pas. Mais finalement, c'est une problématique qu'on peut prendre à un point peut-être plus global, selon les cas et spécificités. Mais il y a peut-être une responsabilité collective, plutôt que de pointer l'un ou l'autre. En tout cas, ça nécessite de remettre les choses à plat. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas possible. Et ce que je voulais dire au sujet de ce que disait Sébastien dit oui, mais la justice va s'en occuper. Ah bon? Là, par exemple, le fameux monsieur qui a été viré de l'école Saint-Dominique et qui s'est retrouvé à l'école, je crois, des volontaires dans le 15e, eh ben, ça fait 5 jours qu'il est mis à pied. Il n'a toujours pas été convoqué par la justice. Il a eu le temps, évidemment, si possible, de vider ses ordinateurs. Et vous croyez que la commission parlementaire, ça va accélérer les choses? Ça n'est pas le sujet. Ça va juste mettre en spectacle. Non, ça ne va pas mettre en spectacle. Ça va régler aucun problème. Ça va permettre aux Français de savoir. Mais pourquoi l'avoir fait pour Betaram alors? Parce que vous aviez des décennies d'omerta, c'était institutionnel, ça touchait pour le coup l'une des personnes. Mais évidemment, et c'est quand même chez lui. Enfin, en l'occurrence, c'est chez moi. Donc c'est à charge. Mais c'est pas à charge. Évidemment que c'est à charge. Avant de constituer ou de convoquer une commission d'enquête parlementaire, je pense qu'on peut déjà convoquer. Vous avez déjà une centaine de personnes à convoquer. Il y a des enquêtes administratives, il y a des tas de choses à mettre en place. Et les gens, contrairement à ce que pense Monsieur Revel, vont pas se couvrir les uns les autres parce qu'ils sont de gauche. Et moi, je suis pas de gauche et je les défends pas. À ma place, cher Sébastien. Des fois, si. Des fois, ça vous aiderait bien. Je vous le dis. Allez, restez avec nous. Dans un instant, le coup de cœur de Philippe David. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Demain matin, réveillez-vous avec Maxime Liédo dans le Grand Matin Sud Radio. Meilleur. Vendu seul 6,19 €, soit 15 centimes le litre. Détails sur carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on est très heureux de vous découvrir et vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est Aude qui est avec nous. Vous pouvez nous écouter un petit peu partout en France avec l'appli par exemple. Ça c'est plutôt pas mal. Ou en DAB+ dans votre voiture si elle est récente. Et puis direction Foulayronnes dans le Lot-et-Garonne avec Philippe David qui est en direct. Alors, comment ça va Philippe David? Ah bah ça va très bien. Vous êtes là, Foulayronnes? Ouais. Attendez, vous êtes là, Paris? Ouais. Bon, là, on va faire une entrée en mêlée un peu plus virile. Vous êtes là, Foulayronnes? Ouais. Bon, là, vous avez écroulé la mêlée, pénalité pour nous. Jamais de la vie, c'est nous qui avons gagné. C'est l'heure du coup de cœur. Vous nous écoutez sur le 102.3 si jamais vous êtes à Foulayronnes. Exactement. Alors, nous sommes aujourd'hui à Foulayronnes, dans le Lot-et-Garonne, au bar tabac le Maryland. Un bar tenu par deux frères, Lucas et Pierre Ferland. Foulayronnes, un charmant village d'un peu plus de 5000 âmes situé à quelques kilomètres d'Agen. Quel bonheur d'être dans le Lot-et-Garonne, terre de Bastille, terre de terroir, terre de gastronomie. Je profite de ce coup de cœur pour rappeler à Patrick Roger qui m'a appelé à 13h04 et à qui j'ai répondu que nous étions en train de déjeuner avec nos autres buralistes ainsi que François-Louis Bourneau et qui m'a répondu « Mais vous êtes toujours au restaurant ?» que nous faisons attention à notre ligne puisque après un cassoulet mixte canard-porc hier soir, nous étions en train de déguster une tête de veau sauce gribiche pour équilibrer nos apports nutritionnels. Nous y ajouterons bien sûr des tomates de Marmande, du jambon de Tonneins et des fraises gariguettes pour un peu de douceur. Tout se passe donc très bien, Patrick. Foulayronnes, donc un village où sont passés des noms illustres comme les familles Saint-Exupéry et Montesquieu. Deux familles collées à l'actualité puisque les deux personnages les plus illustres de ces deux familles étaient pour l'un pilote de chasse et pour l'autre l'auteur des lettres persanes. La ville a connu un autre résident très célèbre, Nostradamus, qui aurait... Absolument, il est venu ici, il a vécu ici. Faire ses études de médecine. Oui, qui aurait prédit il y a quelques siècles qu'un jeune homme bien sous tout rapport et un autre un peu plus âgé viendrait en l'an de grâce 2026 faire parler les habitants du village, une pensée résumée par ses prophéties en latin: non veni menibus, veni Davidus viva Sud Radius. N'importe quoi. Et pour les non latinisants, qu'ils aillent se voir chez les Grecs. Le Lot-et-Garonne, terre de rugby avec le SU Agen, 8 fois champion de France, la merveilleuse équipe de France finaliste de la première Coupe du Monde en 1987 avec 4 Agenais sur le terrain lors du coup d'envoi de la finale face aux All Blacks. Le talonneur et capitaine Daniel Dubroca, le flanqueur Dominique Herbani, le génial demi-mêlée Pierre Berbizier et le sublime 3/4 centre Philippe Sella qui était au rugby français des années 80, ce que Michel Platini était au football français de la même époque. On est donc très heureux d'être ici à Foulayronnes, dans un village si sympathique avec nos hôtes dans un bar tabac qui vend même des vêtements. Malheureusement, ils sont tous trop grands pour moi. Ce sera donc entrée, plat, dessert ce soir au dîner. Bravo. Merci Philippe, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, tout de suite, les seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls contre tous. Et on commence avec Marie-Laure Buisson. L'obligation pour tout candidat de passer des tests cognitifs, psychiatriques avant de pouvoir se présenter à la présidentielle. Et oui, ma chère Cécile, ça a l'air un peu baroque, mais en fait, souvenez-vous bien, ça avait commencé avec la République, c'est moi. Les yeux révulsés, le visage contracté, la salive à la bouche. Alors ça continue maintenant avec des insultes régulièrement, des phrases à double sens, et puis récemment des propos dont la tenue antisémite ne peut plus faire aucun doute. Epstein a-t-il éructé sur une estrade? Évidemment, je parle de Mélenchon. Les médias en ont conclu que l'homme adoptait une nouvelle stratégie électorale calculée en toute connaissance de cause. Eh bien, moi, je pense, si ce n'était pas seulement une stratégie électorale, et si, en fait, Mélenchon se mettait à dire tout haut ce qu'il a toujours pensé tout bas, du fait d'une désinhibition sociale due à l'âge, est devenue évidente. Et si Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, était victime, finalement, d'une forme de décompensation psychique, de la même façon que Joe Biden a été victime d'un syndrome de sénilité précoce, repéré par nombre de commentateurs dès le début de sa campagne contre Trump, avant même son élection. Alors voilà, moi je me dis que si tel était le cas, les Français prendraient le risque d'élire un homme dénué de tout sur
moi, une véritable grenade dégoupillée et qui serait susceptible de créer des casus belli à chaque apparition publique en France, mais aussi à l'international. D'où mon seul contre tous. Allez, ça fait déjà réagir. Vous allez être toute seule. Sébastien Ménard. Madame Buisson, je suis confus, mais c'est en le fait, principe d'être seul contre mais tous. Vous avez eu, alors, c'est parfait. Enfin, le papier est parfait, c'est bien écrit, c'est parfaitement bien dit, évidemment, magnifiquement incarné. Et je peux y aller maintenant. Je peux remettre une ou pas? Vous êtes long à la détente. C'est vrai, je sais pas si c'est pareil partout, mais alors dites donc. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous faites des longueurs. Il y en a qui disent, mais voilà. Il y en a qui disent, il y en a qui font plus du tout. Voilà, ça c'est possible. Donc non, Marie-Laure, je suis d'accord, le type est barré, le type est parti en vrille, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais regardez ce qui s'est passé à la commission d'enquête. Mélenchon a été extraordinaire. Vous êtes pour les commissions d'enquête maintenant. Non, mais Mélenchon qui est passé devant la commission d'enquête. Et pour les commissions d'enquête. Non, mais je suis pas pour les commissions d'enquête. Je comprends. Bon, vous me laissez terminer, monsieur Revel. C'était mieux hier. Hein. Ah là. Ah ouais, quand vous êtes tout seul à parler, c'est plus facile. Pas mal. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on connaît Mélenchon. Mélenchon, il a jamais été comme ça. Il se révèle être comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est un biais politique, c'est un choix clientéliste. Et dans l'exercice. Mais peut-être pas. Et face à l'inquisiteur. C'était le cas dans le cadre de la commission d'enquête. Il a été exceptionnel. Mélenchon, faut reconnaître, nous a fait du grand Mélenchon. Un grand humaniste, un grand historien, un homme lettré, etc., etc. Un homme affable, respecté et respectable. Voilà ce qu'il a fait. Donc malheureusement, c'est une fausse bonne idée parce qu'un Mélenchon, si c'est pour bloquer ou contrecarrer le destin de Mélenchon, il faut laisser la parole. Ça ne marchera pas. Samuel Botton. Non, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il choisit ses moments. Et avec les années, il choisit de plus en plus rarement. Donc on sait qu'il est toujours très bon 3 mois tous les 5 ans. Et de temps en temps sur des commissions parlementaires. Alors, Marie-Laure aurait-elle raison? Alors non, Marie-Laure n'a pas raison, parce qu'au-delà d'une préconisation sur le fait de faire passer des tests cognitifs et psychiatriques à l'ensemble des candidats, j'y ai vu une charge plus spécifique contre Jean-Luc Mélenchon. Non, tous. Si j'étais taquin, je vous dirais que dans les années 90, il était très ami avec Julien Drey, Jérôme Gage, et qui fumait des coïques babééqués et qui roulait en Porsche en allant au Ferry à d'Arles. Bon, il a beaucoup changé depuis. Je pense qu'on reste vraiment sur du calcul politique et j'irais même plus loin. Si on faisait passer le test que vous évoquez, je suis à peu près sûr que Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et même Éric Ciotti pourraient le réussir. Donc à partir de là, je n'en vois pas l'utilité. J'en verrais même une charge supplémentaire pour le contribuable. Allez, Eric. Et je suis pas prêt à payer pour ça. Bravo Samuel. Bon, alors comme c'est seul contre tous. Ouais, non, c'est dit. Si vous êtes d'accord avec moi, mais je vais pas failloter puisque je l'ai écrit tout à l'heure. J'ai dit dans ces cas-là, je suis pas sûr que Donald Trump aurait été élu président des États-Unis. Et je pense que Trump. Vous voyez, je fais court, moi, mais je pense que Trump est aussi un monsieur particulièrement très malin et loin d'être con et sénile. Ouais. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'il était con. On parle de tests psychiatriques, psychiques. Mais on pourrait peut-être déjà commencer par tester l'idée ici, vous savez, en mode bêta-test. Moi, j'ai Éric Revel à ma gauche, là, on pourrait peut-être essayer. On verra ce que ça donne. C'est marrant, il pourrait en dire autant de vous, c'est marrant. Mais il l'a pas dit, il a pas osé. Non. Moi, je reste... Si vous voulez qu'on passe un test, quel que soit le test, je pense que vous avez des cheveux à vous faire sous votre casquette. En tout cas, ce qu'il en reste. Grâce à moi, ils vont des livres. Ah oui. Il les donne, parce que je vous rappelle que vous avez raconté beaucoup de conneries. Eric Revel, puisque vous êtes là, vous dites Hollande président. Oui. Je dis Hollande président. Alors, je fais tout de suite un... Samuel Botton est rapidement. Surpris. Évidemment, c'est pas forcément mon choix, vous l'avez compris. C'est un constat que je suis en train de faire de plus en plus. Et je dois reconnaître que Sébastien m'en a parlé il y a quelque temps, que je défendais aussi l'idée, mais ça il ne l'admettra pas parce que lui il a forcément des bonnes idées et les autres n'ont pas d'idées. Mais je veux dire, je pense qu'il a une sorte de voie royale en ce moment. Le temps travaille pour lui. La séquence politique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une séquence géopolitique internationale, à mon sens, écartera à un moment donné ceux qui n'ont pas une expérience suffisante. Alors je ne considère pas forcément que François Hollande a été un grand président, mais les gens peuvent se dire dans un moment d'angoisse qu'il a déjà fait le job, il connaît. Encore une fois, je pose le constat. Que ensuite, plus Bardella va être haut dans les sondages, plus il pourra user de l'argument
pas de petite candidature, tous derrière mon panache blanc, contre le fascisme, contre le retour ou l'arrivée des nazis au pouvoir. On connaît l'extravagance du vocabulaire de la gauche. Et je pense que l'air de rien, Hollande, qui peut très bien... vous voyez, Raphaël Glucksmann, il a eu des positions courageuses contre l'antisémitisme borderline de la France insoumise. Mais si vous voulez, voilà, je trouve qu'il a progressé. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je l'ai interviewé. Mais il incarne pas, à mon sens, il incarne pas la France profonde. Hollande, il a cet avantage-là de pouvoir rassembler, y compris le centre. Bon. Alors, encore une fois, ne vous y trompez pas, chers auditeurs. J'ai suscité quelques macronistes. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est savoureuse, ça vous montre à la fois le sens de la dérision du personnage, son humour et sa façon de mettre les rieurs de son côté. Une dernière fois où je l'ai vu, il me dit avec sérieux, on parlait de l'élection présidentielle, évidemment il m'a rien dit spécial, il me dit, Monsieur Revel, au fait, peut-être que la dernière fois vous n'avez pas voté pour moi. Ah bah je dis, c'est pas impossible. Il me dit, bah écoutez, si vous avez gardé mon bulletin de vote, mettez-le dans l'urne en 2027, on ne sait jamais. Et ben voilà. Ça c'est du Hollande dans le texte. Ça, voilà. Bon, Samuel. J'ai vu le sourire. J'ai vu le sourire avec lequel Eric me regardait. J'avais presque l'impression qu'il me prenait pour François Hollande. Cela dit, je suis entièrement d'accord. Je vais juste un peu tempérer la chose. Je rêve évidemment de cette configuration, ça tient à beaucoup de choses que vous avez évoquées, aussi à la dignité avec laquelle il a quitté le pouvoir, et qui, je pense, joue énormément. Il a décidé de ne pas se représenter. Donc il est parti, et aujourd'hui il conserve une image. Il m'a dit, moi j'ai pas été battu. Voilà, c'est un autre point. Évidemment, il a refusé de concourir. Et pour conclure, juste ce qui va être difficile, et là où on va voir effectivement tout le génie politique, c'est de se dépatouiller de Faure, de Glucksmann et de quelques autres à gauche qui veulent y aller, et c'est là son principal combat, mais c'est un spécialiste des universités du PS, donc je ne m'inquiète pas. Moi, je pense que François Hollande est pour toujours frappé du sceau du loser sur l'épaule droite, comme Milady avait été frappé du sceau de l'espionne. Exactement. Voilà. Non, je crois que certes, qu'il essaye, c'est une certitude. Il essaiera de se placer. Néanmoins, les Français ont un tout petit peu de mémoire quand même. Sur le nucléaire dont on va parler tout à l'heure, il a été le président de l'échec absolu. C'est lui qui a fait fermer Fessenheim. Enfin, pour tout ça est une catastrophe absolue. Et puis, c'est pas représenté. Il a refusé de sauter l'obstacle. Un refus de saut d'obstacle, c'est quand même très lâche. Hein, c'est très lâche. C'est lui qui nous a mis Macron dans les pattes. Les Français lui ont dit stop. Et il a dit stop. C'est pas lui qui a mis Macron dans les pattes. C'est Macron qui lui a fait un croche-patte. C'est pas tout à fait pareil. 30 secondes. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'équation politique. On verra d'ailleurs ce qui va se passer au Havre ce week-end. Oui. Si vous avez effectivement l'une des dernières madones des sondages centristes, à savoir Édouard Philippe qui s'écroule, ou en tout cas qui est en situation d'empêchement au Havre, évidemment vous avez toute la droite de gouvernement et le centre droit qui vont s'entretuer au soir du premier tour, et effectivement il y a un espace politique au centre gauche, et malheureusement c'est pas Glucksmann qui l'incarne. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on va revenir sur cette taxe sur les petits colis chinois qui affichent visiblement déjà ses limites. On va en parler avec le président de l'Union des industries textiles et chargé du Made in France pour la CPME, et c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Journaliste, écrivain, auteur de ces Mosairs qu'on assassine. Et je vous le fais avec l'accent belge, vous en foutez complètement, Eric Revel. Non, je trouve ça magnifique. C'est très beau. Ah oui, c'est belge. On voit que vous avez la frite. J'ai cru que c'était un accent britannique. Mais non, c'est l'accent belge. Là, oui, on y est. Oui. Aux éditions Ellipse. Ellipse. Oui, lips, c'est autre chose. Non, c'est Ellipse. Lipstick, c'est autre chose. Ouais, lipstick, c'est autre chose. Crème de maquillage, c'est autre chose. Non, lipstick. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Et Sébastien Ménard, qui est éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. C'est moi. Et en costume aujourd'hui. Merci. C'est magnifique. Marie-Laure Buisson, ravissante, intelligente, essayiste et présidente fondatrice de la fondation Marie-Laure Buisson. Et qui a écrit aussi un livre qui s'appelle Espionne, 2 livres. Absolument. Et qui sont, je vous incite à les lire, c'est canon. Franchement, c'est canon. Aux éditions Presse de la Cité. Presse de la Cité, voilà, exactement. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et donc la taxe des petits colis chinois affiche déjà ses limites, avec Olivier Ducatillon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes président de l'Union des industries textiles et chargé du Made in France pour la CPME. Vous attendiez depuis très longtemps une mesure importante pour justement faire en sorte que l'industrie textile ne soit pas violemment touchée comme ça l'est maintenant. Eh bien, ils ont trouvé une autre idée, c'est-à-dire de passer par le Benelux et de rentrer par le Benelux en France. Donc, ça veut dire que les colis arrivent de l'Europe, donc ne sont pas taxés. Et là, c'est un drame, un nouveau drame pour vous. Alors je vais pas aller dans ce sens-là. Je vais vous dire que c'est dommage et regrettable, mais on s'y attendait. C'était couru d'avance. Ces gens-là, ils ont toujours un coup d'avance. Donc quand on a essayé, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir. Donc faut juste aussi se satisfaire de quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé. Voilà. Donc déjà, soyons contents. Il y a quelque chose qui a été mis en place au niveau français. Et il faut savoir que ce qui est mis en place au niveau français, là, c'est que transitoire, parce que finalement, en novembre, tout sera sous l'égide d'une taxe européenne. Et le problème de contournement n'existera plus. Donc, essayons de voir le positif, pour une fois, en disant que quelque chose a été fait. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, on est en réaction et pas en anticipation. C'est ce que je vous dis, ils ont toujours un coup d'avance. Alors, nous, c'est pour ça qu'on voulait frapper beaucoup plus fort et être beaucoup plus dissuasif. Et l'idéal, mais on a très honnêtement, il n'y a pas le temps. L'Europe est tellement longue dans tout ce qu'elle fait. Mais l'idéal, c'est d'aller voir avec les pays frontaliers pour s'arranger et puis trouver un accord pour qu'ils appliquent les mêmes règles là. Bon, comme on sait que ça va partir en Europe, c'est clair qu'on va pas remettre une usine à gaz pour quelques mois. Et il faut pas penser non plus que tout va se faire aussi simplement. On dit, bah oui, il y a qu'à passer par la Belgique et la Hollande, mais ça va quand même les embêter. Ça va quand même un peu les perturber. Donc, il vaut mieux faire ça que ne rien faire du tout. Alors maintenant, c'est dommage. Je suis d'accord avec vous. On le sait depuis le début. Nous, on avait demandé 25 € pour être dissuasif sous forme de frais administratifs. Et on nous a dit, bah oui, mais ça sert à rien parce qu'ils vont contourner les mêmes personnes au niveau politique. On nous a dit, ça sert à rien parce qu'on va contourner. Oui, c'est sûr qu'on contourne. Maintenant, ils contournent. Il n'y a pas 100% qui contournent. Il faut être clair. Ça va commencer à les embêter. Ils vont voir qu'il y a une démarche. Et encore une fois, je vous dis, faut qu'on ait bien compris le principe et ce qui va se passer dans les mois à venir. Quand ça sera au niveau européen, de toute façon, il y aura une taxe globale à l'entrée en Europe. Donc que vous envoyez en Belgique, en Hollande ou en Pologne, comme il y a été question à un moment, je pense que le problème n'est pas là. On a démarré. Et puis maintenant, ça ampute le fret. C'est ça le problème aussi. Ah, il y a d'autres. Imaginez pour eux, c'est quand même une autre contrainte d'être obligé de passer par là et de remettre en plus un transport ensuite pour aller livrer en France. C'est pas simple, quoi. Donc encore une fois, moi je dis ce que nous on continue à demander, on continue à se battre pour dire. Tapons plus fort, demandons plus, parce que moi je suis persuadé aujourd'hui que les 2 plus les 3 européens, même si on est à 5, ça va pas endiguer le phénomène de manière drastique et de manière exceptionnelle. Ce qui serait vraiment dissuasif, encore une fois, c'est si on mettait du 25. La seule chose qui a fonctionné depuis cette histoire-là, ça fait plus de 2 ans qu'on en parle quand même, c'est quand Trump, c'est pas ma tasse de thé, je vais pas aller vous faire l'apologie du Trumpisme, surtout pas, mais c'est le seul truc qui a prouvé factuellement que si vous mettez 100 $, le business, il chute. Donc là, nous, il ne s'agit pas d'aller mettre 100 $, mais qu'on mette quelque chose de suffisamment dissuasif. Maintenant, on peut effectivement se dire, ah oui, c'est dommage, il y a des gens même qui voulaient se dire, ça sert à rien, faut aller contre, faut faire un mouvement. Mais on parle de 7 mois. Olivier Ducatillon, on va faire réagir Sébastien Manard qui voulait réagir. Oui, je peux réagir parce que moi j'envoie mon métier, c'est j'expédie dans 23 pays, donc je suis à rebours de ce que vous racontez, mais j'expédie un savoir-faire français dans 23 pays. Et c'est évidemment jamais simple et c'est jamais coûteux. Enfin, c'est jamais le même prix. Ça peut être parfois très coûteux, etc. Et je jongle avec des taxes douanières, avec parfois des octrois de mer, beaucoup d'octrois de mer d'ailleurs, dans des territoires d'outre-mer. C'est la France, mais ça coûte une blinde. Enfin voilà. Non, je dis simplement que moi j'aimerais juste savoir où va cet argent, parce qu'en fait les taxes, on peut mettre des taxes, on peut citer AliExpress, on peut citer Temu, on peut tous les citer, mais la réalité c'est que c'est le consommateur en fait qui paye. Mais cet argent va où, monsieur? Est-ce que ça profite finalement aux associations de petits commerçants? Est-ce que ça vient doper les chambres de commerce et de l'industrie qui sont exsangues et qui n'ont plus les moyens de soutenir le commerce local? Pas du tout. Donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Arrêtez de dire. Non, mais je fais exprès de vous provoquer. Olivier, défends-toi, c'est Eric. Ouais, Eric, j'ai entendu que t'étais là. Écoute, on se quitte plus, c'est bien. Non, mais c'est pas que ça sert à rien. À 2 €, 3 €, moi aussi, je dis ça sert pas à grand chose. Sachant que, vous savez, on est dirigé par des gens
gens qui font du juridique dans notre pays et en Europe. Hein. C'est des juristes qui décident. Du juridisme. Et les juristes, ils vont vous dire que légalement, ces 2 € qui vont être perçus ne pourront être réutilisés que pour les contrôles, pour avoir plus de contrôles, pour pouvoir payer plus de C'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Voilà. Mais non, c'est pas des conneries, mais c'est pas ça qui va changer effectivement. Et c'est pour ça qu'on voulait des choses beaucoup plus dissuasives, beaucoup plus impactantes, qui elles doivent être fléchées. Alors pour répondre quand même à votre question, ce qui est en train de se passer, là on va rentrer dans des choses plus techniques, mais sur il nous reste 50 secondes. Sur la gestion des déchets avec Refashion et d'imposer une autre pénalité, et aussi sur la loi le malus de la loi anti-fast fashion, ça pourra être fléché, c'est ce qu'on demande, que ça soit fléché vers le commerce, vers l'industrie. Ça c'est des solutions concrètes, mais il faut taper plus fort, il faut taper ciblé, parce que vous êtes le premier aussi à me dire que si c'est pas ciblé, qu'il y a des effets de bord, il y a d'autres gens qui vont payer et ça va pas non plus. Donc nous on demande que ça soit ciblé sur l'ultra fast fashion et sur les plateformes chinoises, que ça soit dissuasif et que ça soit fléché vers l'industrie et le commerce. On est complètement en phase avec vous, mais là, ok, on peut se faire plaisir en disant que c'est nul, ça sert à rien. Oui, mais c'est un début. Parce que si on n'avait rien fait, vous auriez aussi été les premiers à dire ouais, mais il faut jamais rien, il se passe jamais rien. Donc là, au moins, on peut, ça a le mérite d'exister, c'est pas top, mais on a démarré un processus. On aime bien votre optimisme, en tout cas. Merci beaucoup, Olivier Ducatillon. Merci beaucoup, président de l'Union des industries textiles et chargé du Made in France de la CPME. Allez, vous restez avec nous, puisque ça va sonner là. Ding, 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 ding. Jingle. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. J'ai pas de temps à perdre, ça enculé. Au bon accueil, bonjour. Ça va, Flavio ? Et la politesse, bordel. Bonjour, ça va bien et vous ? Ça va. Alors comme ça, vous voulez acheter des jetons de caddie ? Là, on est plutôt sur l'humour que de l'arnaque pour le coup, pour cette annonce Le Bon Coin. En effet, je me suis mis à la recherche de jetons de caddie et j'ai trouvé donc une belle annonce Le Bon Coin. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant ou pas ? Intéressant tout de même, mais plutôt marrant. Allez, on y va. Allô ? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour les jetons de caddie à vendre sur Le Bon Coin. Toujours disponible ? Oui, toujours disponible. Oui. Par contre, il ne reste que le jeton Intermarché, le Corin. Le reste, c'est vendu. Par rapport au prix, le prix d'un jeton, c'est combien ? Là, je fais les deux qui restent à 2 €, donc 1 € le jeton. 1 € le jeton. Possible de négocier le prix si je prends les deux qui restent ? À la limite, je peux faire les deux à 1,80 €, mais pas plus bas. Pas plus bas, 1,50 € par heure, c'est pas possible, non ? Bah non, faut pas déconner, sinon je les donne gratuitement dans ce cas-là. Ouais, bon après 1,80 €, 1,50 €, c'est pas... Et si jamais les frais de livraison, c'est combien ? Là, c'est marqué sur l'annonce, c'est 4 €. 4 € les frais de livraison. Et si je prends les deux jetons qui vous restent, vous pouvez m'offrir au moins les frais de livraison ? D'accord, j'offre les frais de livraison. Par contre, faut prendre les deux qui restent. Hein. Pas de souci. Je prends les deux qui restent, donc vous m'offrez les frais de livraison de 4 €, quoi. Voilà. Très bien, je fais l'offre directement sur le Bon Coin. Hein. Pas de souci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est hyper intéressant en fait, comme deal. Ouais. En fait, elle a gagné sa vie, cette dame. Hein, elle fait bien de vendre, Flavio. Oui, bah surtout que finalement, je pense qu'elle est un peu perdante. Hein. Heureusement qu'elle a pas. J'espère qu'elle n'a pas de société. Elle n'est pas un peu perdante. C'est vous l'arnaqueur, Flavio, c'est vous. Ouais. C'est vous avez acheté. Hein ? Vous avez acheté finalement ? Non, il a pas. Non, j'ai pas acheté finalement. Non, parce qu'il est honnête. Ah non, il fait marcher les gens, mais il va pas au bout. On vend quelque chose à 1,80 € et en plus on paye 4 €. On gagne pas grand-chose en fait. On est un peu déçus. Vous faisiez une affaire, Flavio. En tout cas, il faut dire à cette dame qu'il faut pas qu'elle monte d'entreprise parce que c'est voué à l'échec. On le dira. En tout cas, c'est à retrouver bien entendu en podcast sur Sud Radio et bien entendu sur le compte Instagram. Le bon Flavio, allez-y, il y en a pléthore de ces belles arnaques et c'est toujours très rigolo. Merci beaucoup mon cher Flavio et on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, vivement lundi, ouais. Allez, vivement lundi, on vous embrasse, on fait une petite pause, la météo, le flash, la météo et on retrouve Philippe David pour son coup de gueule dans quelques minutes. À tout de suite.
Sud Radio, la seule antenne où vous pouvez vraiment tout dire. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec les vraies voix du jour qu'on aime beaucoup, Marie-Laure Buisson est avec nous, essayiste et présidente fondatrice de la Fondation Marie-Laure Buisson et 2 livres. Et 2 livres, Femmes combattantes et espionnes. Vous saurez tout sur les espionnes du XXe siècle, voilà, notamment des femmes de la DGSI et de la DGSE, avec lesquelles j'ai travaillé. Toutes ces histoires sont vraies, palpitantes et passionnantes, aux presses de la Cité. Voilà, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. Lui, il écrit pas, il sait pas. Non, c'est... Alors ça c'est faux. Non, mais c'est tellement malhonnête parce que j'ai tellement écrit en marque blanche, j'ai tellement fait le nègre. Il a fait tellement de notes pour des ministres, des présidents. Et pas que, on voit le résultat, M. Ménard, on voit le résultat. Et il n'y a pas que vous, Sébastien Ménard, qui avez écrit dans l'ombre. Samuel Botton a écrit beaucoup dans l'ombre aussi, expert. Dans l'ombre, et puis j'ai écrit sur des livres aussi, j'ai corrigé toutes les inexactitudes du dernier livre d'Éric. C'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Mais vous croyez pas si bien dire. Pourtant c'est lu, relu, etc. Et ben j'ai repéré 1 ou 2 fautes d'orthographe. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. En tout cas, si vous retrouvez ces fautes d'orthographe dans ce livre, on va pas dire qu'on vous l'offre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse avec Éric Revel, journaliste bien entendu, et direction Philippe David qui est avec nous. Le Lot-et-Garonne est bruyant. Le Lot-et-Garonne est bruyant, mais le Lot-et-Garonne, comme tous les soirs vers 18h05, a envie de râler. Et ben voilà, c'est votre moment, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, non pas le village de Fouleiron où nous sommes aujourd'hui, mais le village du 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris ? Parce qu'une découverte sur le mur Facebook du tête de liste PS à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, m'a pour le moins surpris. En effet, sur son mur, le candidat à l'hôtel de ville poste les photos de ses soutiens. Jusque-là, rien à redire, et tant mieux pour lui si Julie Gaillet, Christophe Alévèque, Noël Mamère ou Michel Vieviorca le soutiennent. Mais un nom m'a choqué, celui de Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi ? Parce que Najat Vallaud-Belkacem est conseillère maître à la Cour des comptes. Un poste pour lequel doit s'appliquer, à mon avis, un devoir de réserve, mais manifestement, le devoir de réserve ne s'applique pas à tout le monde. Mais ce qui est encore plus choquant dans ce soutien est que Najat Vallaud-Belkacem, outre son poste à la Cour des comptes, cumule avec le poste de présidente de l'association France Terre d'Asile. Une association pour laquelle j'ai trouvé dans la liste des subventions octroyées par la mairie de Paris en 2025, 813 313 € au titre des maraudes migrants, convention pluriannuelle, et 15 000 € au titre de l'autonomisation des demandeurs d'asile. En clair, Najat Vallaud-Belkacem soutient un des pourvoyeurs de fonds de l'association dont elle est présidente, des fonds qui pourraient disparaître en cas de changement de majorité à l'hôtel de ville. N'y a-t-il pas, quitte à me faire traiter d'esprit chagrin ou de complotiste, un très léger conflit d'intérêts ? Inutile de dire que les 2 cas de figure font plus penser aux méthodes de fonctionnement d'une république gagnière que d'un pays comme la France, mais depuis des décennies nous habitués à ça. Une telle affaire devrait faire scandale, mais comme cela n'a l'air de choquer personne, j'en ai fait mon coup de gueule du jour en espérant qu'enfin cela fasse réagir. Bravo. Oui, bravo. Moi, je trouve que ça. C'est bien les hommes de gauche. Vous avez quelque chose à dire là ? Ah oui. Oui, Samuel, non, parce que Sébastien. Je suis pas de gauche, moi. Je suis à votre droite. Le ressort est un peu facile, comme toujours. Bon. Il y a rien qui. Enfin, la seule chose qui me choque, Philippe, c'est que vous oubliez que nous soyons un État de droit avec une forme de liberté d'expression et donc de liberté politique. Prêter à Najat Vallaud-Belkacem un pouvoir qu'elle n'a pas, à savoir influencer une grande partie de Paris à voter pour Emmanuel Grégoire, je n'y crois pas une seconde. D'autre part, on ne parle pas de la présidente de la Cour des comptes et j'aurais aimé vous entendre vous offusquer sur nombre de cadres du Rassemblement national qui exercent dans les fonctions publiques et qui eux aussi prennent position. Donc tout ça pour vous dire, je suis David Loger, tout le monde à la même enseigne, ça ne me choque pas, c'est comme ça, et puis c'est tout. J'ai pas vu de nom, il faudra me les donner, je réagirai sans aucun problème, mais là quand même, entre la Cour des comptes... Non mais je laisse réagir les vraies voix, je suis complètement d'accord avec vous Philippe David, il n'en demeure pas moins que moi j'ai un certain
certain nombre de copains qui sont conseillers maîtres à la Cour des comptes, qui étaient conseillers régionaux RPR, UMP, LR, etc., et qui ont pris parti et qui continuent à prendre parti, je dirais, à la vie politique française. Donc c'est très focusé sur Najat Vallaud-Belkacem et vous avez opportunément raison. Voilà, on pourrait s'abstenir de tout ça. Quand même, ça pose un peu de question. Je vous ai pas dit que j'étais contre votre coup de gueule. Je vous dis simplement que, en l'occurrence, mis à part sa présidence associative, etc., ce qui me pose problème, le fait qu'elle soit conseillère maître de la Cour des comptes me pose moins de problèmes. Ce qui me pose problème, c'est la manière dont elle a été nommée. Ça, c'est un autre sujet. Ah, ça aussi. Alors là aussi. Je suis absolument d'accord avec toi, Fifi. Tu le sais, Riri est d'accord avec toi, Fifi. Mais parmi les noms que vous avez cités, j'aimerais souligner la grande qualité de l'une de ces personnes, avec qui j'ai souvent des débats, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a une grande intégrité intellectuelle. Il est de gauche, c'est Michel Vevorka, le sociologue. Absolument. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec lequel je discute régulièrement, qui m'envoie régulièrement ses livres. Vous voyez, chers amis de gauche autour de ce plateau, nous au moins, on n'est pas des sectaires. Ce qui est bien, c'est qu'avec Revel, on est tous de gauche. Bravo. Non, d'habitude, je traite de gauchiste, c'est autre chose. Michel Vevorka est un grand sociologue. Voilà. Et je voulais souligner, alors il peut évidemment, lui, en tant que personnalité de la société civile, appeler à voter pour qui il veut. Absolument. Ça ne me choque pas. Par contre, oui, quelqu'un qui est à la Cour des comptes, qui est à la fois juge et parti, enfin bon... Non mais alors moi, ce qui m'exaspère avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'en fait, elle se croit tout permis, et depuis un bon moment. C'est-à-dire que cette dame, quand même, a planté 2 fois son concours de l'ENA, parce qu'elle aurait pu rentrer à la Cour des comptes par le concours de l'ENA, comme tout le monde, c'est la voie normale. Eh bien non, comme elle s'est plantée, elle s'est fait nommer, alors qu'on ne sait même pas combien elle a eu, quelle note elle a eu en maths au bac, on ne sait même pas si elle s'est comptée sur ses doigts, faut quand même le... Si, je suis désolée, moi je demande d'avoir ses notes en maths au bac. On veut voir les vôtres, aussi. Moi j'étais nulle, du coup j'annonce d'emblée, je ne pourrais jamais être conseiller maître à la Cour des comptes. Vous finissez dans les vraies voies. Elle est conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, elle est présidente du groupe socialiste, écologiste et démocrate au conseil régional. Elle est présidente de l'ONG France Terre d'Asile. Et en plus de ça, il y a une règle qui veut que, normalement, précisément, on ne prend pas parti, on a un devoir de réserve et on ne dit pas pour qui on va voter, on ne fait pas de politique quand on est conseiller à la Cour des comptes. Et boum, elle s'astreint. Ben oui, mais ça s'appelle le talent. Elle se permet de. Ben voilà. Non, je vais vous dire un truc, comment ça s'appelle. Ça fait partie de ces gens qui prêchent l'égalité pour tous, mais qui considèrent qu'ils sont eux-mêmes un peu plus égales que les autres. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Allez, la sentence est tombée. Merci beaucoup, Philippe David. À retrouver, bien entendu, de votre soutien. En podcast. Vous êtes applaudi par la gauche. Bravo, Philippe David. La gauche de l'hémicycle vous applaudit, Philippe. C'est rare. Allez, dans un instant, l'un de nos auditeurs ou auditrices sera élu maire, et ensuite ce sera les qui c'est qui l'a dit. Et d'ailleurs, on fera un test, savoir si autour de vous ils arrivent à le prononcer, Philippe. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les amis, ravis de vous accueillir jusqu'à 19h 0826 300 avec Eric Revel. Aujourd'hui, avec Samuel Botton, Sébastien Ménard et Marie-Laure Buisson. Et vous, bien entendu. Et si vous étiez maire de votre ville? Eh bien, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Chirac. Non, mais n'importe quoi. Qui est à l'appareil? Ce mec est fou. Maman. Sylvie de Nérac est avec nous. Bonsoir, Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir à l'équipe. Bonsoir à Monsieur Chirac. Vous voulez un petit coup de pouce? Sylvie, on vous appelle comment? Madame le maire, Madame la maire, Madame la mairesse, Madame la... Mais normalement, c'est Madame la mairesse. Non. Moi, j'ai une maire dans mon village qui me dit Madame la maire et non d'accord. Il paraît que la mairesse est la femme du maire. Voilà. Donc. D'accord. Bon. En tout cas, comme vous voulez. Majesté. Je vais vous appeler Majesté, c'est plus simple. Si vous étiez donc maire d'Agen, qu'est-ce que vous pourriez proposer dans votre programme? Moi, ce que je proposerais, dans un premier temps, c'est que je proposerais des places pour pouvoir se garer, pour redynamiser le centre-ville. Parce que le centre-ville commence à être de plus en plus mort. Tous les commerçants ferment, puisque il y a une zone qui a été ouverte et tout le monde est parti dans la zone au green.
Donc voilà, donc je redynamiserai et je mettrai des places gratuites pour tout le monde. Voilà, dans un premier temps. D'accord. Ensuite, allez-y. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je ferai en sorte de restreindre l'ouverture de toutes ces grandes chaînes de restauration. Parce que ça met en porte-à-faux nos petits restaurateurs, parce que nous avons des chaînes, je citerai pas les noms, mais de mauvaise bouffe, on va dire, qui prennent le dessus sur nos petits restaurateurs. Donc ça, je limiterai aussi, parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Donc voilà. Et deuxième chose, ce que je ferai en sorte, parce qu'il y a quand même un taux de pauvreté qu'on peut constater dans les rues, les SDF, il y a de plus en plus de personnes âgées qui font la manche. Donc je m'attaquerai aussi à faire en sorte que ces gens, qu'on puisse les aider à essayer de les aider à s'en sortir en fait. Voilà. Ok, on va faire réagir Samuel Botton. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse sauver les commerces du centre-ville uniquement avec des places de voitures gratuites. J'aurais voulu que vous me parliez peut-être de transport en commun pour essayer de faire bouger un nouveau public. Et dans cette droite lignée, vous parliez justement des restaurants de malbouffe qui prennent le pas sur les petits restaurants, comme vous dites. Moi-même qui suis consommateur de certains d'entre eux, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, financièrement et même au niveau du goût, on s'en sort peut-être mieux dans un petit restaurant, comme vous l'avez évoqué, plutôt que chez Quick, McDonald's ou Burger King. Pour ne citer que. Donc la vraie question, je pense aujourd'hui, elle est sur le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que ce qu'ils consomment, notamment dans ce type de restaurant, est-ce que c'est à la hauteur de leurs attentes? Ça, c'est un vrai sujet. Sur les places, comme je vous disais, peut-être plus de transport en commun. Et par contre, sur le dernier point, je ne vous enlève rien. Vous avez totalement raison. Mais une chose aussi que je voulais signaler, vous voyez, vous parlez des transports en commun. Nous avons un lieu, une zone industrielle où arrêtez de me faire rire. C'est Jacques Chirac qui rigole, madame. C'est Jacques Chirac. Vous avez une concentration d'entreprises agroalimentaires, d'accord? Et de Agen pour aller là-bas, il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais on ne peut pas y aller en transport parce qu'il n'y a pas de transport. Voilà, alors soit on y va à pied, soit on y va en trottinette, soit on y va en voiture. Soit on y va pas. Non mais, soit on y va pas. Un vrai souci, un vrai problème. Madame la maire, vous vous souvenez, un vrai problème. Moi qui vais souvent dans un petit village de Charente-Maritime, je peux vous dire que les centres-bourgs sont tous les uns derrière les autres en train de mourir. Vous avez même le café du coin qui était ouvert à l'année qui a fermé dans mon village. C'est-à-dire que l'hiver, il n'y a plus rien. Alors l'été, on a des boutiques de fringues, j'ai rien contre les fringues, ni les gaufres, ni les trucs, mais en revanche, pour les gens qui vivent là à l'année, il n'y a rien. Il n'y a que la grande surface. Voilà. C'est pour ça qu'on est chez les buralistes. Alors, avec Philippe David. C'est que c'est le dernier rempart du et c'est du lien social. Commerce. Absolument. Un petit mot, Sébastien. Je disais, rapidement. Madame le maire, vous avez un outil. Vous avez un outil comme tous les maires de France qui a été souvent décrié mais qui fonctionne, qui est le droit de préemption. Vous préemptez et vous fixez des petits loyers pour permettre à des commerçants de revenir, de s'installer, parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche les commerçants de s'en sortir sont les charges écrasantes. Voilà. Donc, moi, je suis toujours extraordinairement admiratif de savoir quand je vois un commerçant qui est capable de prendre un local 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Il n'a pas vu un client, il a déjà 5000 balles à sortir, plus les charges, plus ceci pour cela. Il faut avoir beaucoup de courage. Donc, s'il n'est pas aidé, il ne peut pas y arriver. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie. On n'a plus beaucoup de temps. Venez à Savant, avec maman, on vous accueillera. Madame le maire, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Retour dans le Lot-et-Garonne avec Philippe David. Alors, Cécile, pour montrer que le qui c'est qui l'a dit est devenu un sport populaire et qu'on sait prononcer, on va voir avec nos hôtes. On va commencer avec Lucas. Comment on dit? Le qui c'est qui l'a dit. Pierre. Le qui c'est qui l'a dit. Francis. Merci. On l'a perdu, Francis. Paul. Qui c'est qui l'a dit? Raphaël. Qui c'est qui l'a dit? Eh ben vous voyez, ici on sait le dire au moins. Attendez, c'est pas comme Eric Revel. Ici, Samuel. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Sébastien Maillard. Qui c'est qui l'a dit? Eric Revel. Qui l'a dit? Ça me fait penser au schmilblick avec Coluche. Le schmilblick. Permettez-moi de vous dire que Fouleron a gagné par 5 à 4. Au revoir.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc ce fameux qui c'est qui l'a dit, Rachida Dati, tout le monde la connaît. Moi je gagne à être connue. Sarah Knafo. Non. Karim Bournazel. Non plus. Mariani. Non. Grégoire. Oui, Emmanuel Grégoire. C'est vraiment qui commence ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est des gens qui savent faire de la politique. Le mec, il est à 2 jours des municipales et il dit c'est marrant, personne ne connaît. C'est pas malin, c'est très vendeur. À vous, Philippe. Qui c'est qui l'a dit? Au Liban, il faut travailler à un cessez-le-feu respecté par toutes les parties, car non, Israël n'arrêtera pas de bombarder si le Hezbollah rend les armes. Daniel Obono. Bonne réponse de Sud Radio ce matin. Absolument. Ce matin. Qui c'est qui l'a dit? Ouais, c'est fini maintenant là. J'aimerais quand même te dire, tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Francis Cabrel. Bonne réponse de Marie-Laure. Vendu. Philippe, mais non. Puisqu'il est qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, une chanson de il Fabrice est natif Cabrel, d'Agen, mon cher. Oh là 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 là. Attention, Qui on y va. c'est qui l'a dit? Ce qui se prépare, c'est une alliance, un accord programmatique au 2e tour de l'élection municipale entre LFI et le reste de la gauche. Benoît Payan. Non. C'est connu. Jean-Michel Aulas. Non, et ça ne va pas très bien pour lui en ce moment. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Bonne réponse de Samuel Botton. Extraordinaire. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? La musique est l'art des sons. Un très grand artiste français natif de Nérac dans le Lot-et-Garonne. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Je me réveille. Qui c'est qui l'a dit? Non, faut rien. Il faut clarifier et être intraitable. Ceux qui sont avec le RN ou avec Madame Knafo ou Monsieur Ciotti. Facile. Xavier Bertrand. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Pierre Rive est mon idole à vie. Un immense rugbyman du Lot-et-Garonne. Philippe Spanghero. Non. Philippe, c'est là. Non. Bonne réponse d'Éric Revel. Au hasard. Bravo, Philippe. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nécessités. Ouais, là où il y a une ambition, il y a un chemin. Bien sûr. Allez-y, mon Philippe. Il est complètement perdu, lui. Qui c'est qui l'a dit sur Emmanuel Grégoire? C'est la même équipe, mais en pire. Quoi? Comment? C'est la même équipe, mais en pire. Dati. C'est moi. C'est Marie-Laure. C'est Madame Bubu. C'est Marie-Laure. C'est Marie-Laure. Non. Non, moi je veux bien finir dernier. Non. Maxime, c'est Sébastien. Merci. Cécile, Oui. qui c'est qui l'a répondu le premier? C'est Sébastien Ménard. Merci. Non. Bah si. Bon, Sébastien Ménard. Notre réalisateur est un peu notre... Maxime, il est vendu. Il n'est pas vendu, il dit la vérité. Qui c'est qui l'a dit? L'État ne s'enrichit... Oh la vache! L'État ne s'enrichit jamais quand on est confronté à des chocs pétroliers ou à des crises. Sébastien Lecornu. Pas du tout. Non. Non. Michel-Édouard Leclerc. Serge Papin. Elle a une double casquette. Bréjon. Maud Bréjon. Non, c'est moi, c'est fini. Il a perdu. Bréjon, j'ai dit, c'est fini, t'as perdu. C'est fini. C'est qui a été le plus rapide? C'est Revel. Sébastien. Eric Revel. Non, c'est pas vrai, Maxime. Qui a dit Maud Bréjon? Qui a dit Maud Bréjon? C'est Eric Revel. Il y a eu le Bréjon, juste le nom donné juste avant par Sébastien Ménard, mais le mot complet a été donné par Philippe. Par Eric Revel. Un point chacun. Je sais pas parce que c'est une femme, monsieur. Vous êtes misogyne. Plus de respect pour les femmes. Allez, on se tait. Le score. Le score, Philippe David. Samuel et Sébastien 3 points, Eric 2 points, Marie-Laure 1 point. Mais non, j'ai fait 4 points. J'ai 4 points. Bravo, si on vous ajoute 1 point, ça fait 4. Voilà, merci, j'ai gagné. Mais non, il n'a pas 4 points. Bah si, j'ai 4 points. Mais qu'est-ce que c'est que ces arrangements? C'est pas tout. On dirait un désistement de second tour entre la France Insoumise et le PS. Je sais même pas de quoi vous parlez. Allez, vous restez avec nous les amis. Restez. La question du soir dans un instant. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron doivent-ils rendre des comptes après ce nouveau scandale d'annoncer finalement que finalement on n'aurait peut-être pas dû arrêter le nucléaire. Et à cette question, vous répondez oui à 96%. Forcément. Ils doivent rendre des comptes. On en parle dans un instant. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On la commente ici dans les vraies voix de tous les jours, du lundi au vendredi de 17h à 19h avec nos éditorialistes du jour. Éric Revel est avec nous, Samuel Botton. Samuel, vous avez le deuxième meilleur. Voilà. Sébastien Ménard. Le troisième. Non, moi je. Non, c'est Marie-Laure. Non, c'est moi, c'est à jamais le premier. Vous voyez d'accord. Marie-Laure Buisson. Vous êtes un mieux goût. Moi, non, c'est un macroniste très arrogant. Moi, je vais rester humble. Ouais. La déesse. La déesse grecque ou la voiture? Cette question, non, ça n'est pas la voiture. Elle ne roule pas encore, en tout cas, je ne sais pas. Avec cette question, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron doivent-ils rendre des comptes concernant le nucléaire? Vous dites un grand oui, à près de 97%. Que nous revenons d'un monde, il y a 5-6 ans, où nous avions méthodiquement tout construit pour que rien ne puisse financer le nucléaire. D'ailleurs, nous, Européens, nous avions été champions en la matière. On avait méthodiquement tout fait pour que nos banques, nos assurances ne puissent jamais financer le nucléaire. Nous n'étions pas d'accord entre nous, donc il n'y avait pas de neutralité technologique dans nos règles de financement. Donc on revient de très loin. Cette réduction de la part du nucléaire était un choix. Et avec le recul, c'était une erreur stratégique pour l'Europe de tourner le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faible émission. On a été très mauvais. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, pour Ursula von der Leyen, l'Europe a commis une erreur stratégique en délaissant le nucléaire et désormais, elle veut relancer cette énergie pour renforcer son indépendance. Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quelle est votre opinion ? Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas décider tout seuls, ces gens-là. Ils sont bien braves, ils sont deux, ils décident pour des millions de personnes. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais pas du tout. Alors, Van der Leyen, déjà, j'ai l'impression qu'en France, personne ne l'aime, cette dame. Parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, elle fait ce qu'elle veut. Et quand Macron se met d'accord avec elle, les gens, ils ne sont pas d'accord non plus. Je pense que, quel que soit le choix qu'ils font, les gens n'aiment pas Van der Leyen. Elle a toujours fait des choses en désaccord avec le peuple français. Donc, à un moment donné, on ne peut pas lui donner la signature pour tout faire, quoi. Moi, j'ai suivi un petit peu parce que notre maire est passé député européen. Et j'ai écouté une seule fois ce qu'il disait. Et il racontait que Madame van der Leyen a donné une aide de 5 milliards, pas rien, 5 milliards, à des pays africains sous forme de machines à laver, frigo, congélateur, lave-vaisselle, tout ça. Alors c'est bien, on dit c'est bien, seulement elle l'a donné à des endroits où il n'y a pas d'électricité. Alors, je dis, si on fait des conneries comme ça, on ne mérite pas de diriger l'Europe, quoi. Donc nous, l'électricité, vous vous rendez compte que l'électricité est soumise au prix du gaz. Alors nous, on est fort en nucléaire, et on fait de l'électricité pas chère, mais on paye cher à cause de les directives européennes. C'est complètement anormal. On va faire réagir, si vous permettez, Éric Revel, par exemple. Oui, alors je vais parler calmement, mais je vais vous dire, je suis extrêmement en colère. Et après Madame von der Leyen et cette Europe fédérale de Bruxelles, et après le président de la République. Il faut savoir que Madame von der Leyen a été ministre de la Défense allemande. L'Allemagne, historiquement, qui voyait évidemment dans l'énergie nucléaire bon marché française une concurrente extraordinaire contre l'industrie allemande, a tout fait, via les Grünen allemands, l'extrême gauche allemande, pour expliquer pendant des décennies, relayé par certains ministres français, que le nucléaire était la fin du monde. Ces gens nous ont idéologiquement plantés. Madame von der Leyen représente cette Allemagne qui a toujours voulu la peau du nucléaire français. Et quelques années plus tard, elle reconnaît que c'est une erreur stratégique. Eh ben, je vais vous dire, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ces gens nous ont fait prendre un retard considérable, relayé par la gauche française. À l'époque, on développe Super Phénix, Astrid, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, dit stop. Et alors, cerise sur le gâteau, nous avons Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, dans la foulée de ce qu'avait décidé le président Hollande, décide de fermer l'usine nucléaire de Fessenheim et qui, en 2018, annonce, sous les vivas de la foule, presque, que la France va fermer 14 réacteurs nucléaires. 14 réacteurs nucléaires pour 2035. Et que le mix énergétique, dorénavant,
l'électricité sera produite à 50% par de l'éolien, des panneaux solaires. Fabriqués en Chine. Et aujourd'hui, le président de la République, qui d'ailleurs ne dit pas « je me suis trompé, j'ai fait une erreur stratégique qui coûte très cher à la France », il dit « on a comme s'il il a n'était pas raison de le dire, responsable. puisque c'est la réalité. Stop. Je termine et puis vous le défendrez ensuite. Oui, là, il faut plus rigoler, Sébastien, parce que c'est un fiasco. Est-ce que j'ai une tête C'est un fiasco industriel pour le Mozart de la finance et de la stratégie pro-européenne que moi je trouve scandaleux. Et vous savez, le pire, c'est que quand il prononce son discours ensuite en février 2022 à Belfort, où là, volte-face totale, il relance le nucléaire. Mais toute honte bue, personne ne lui dit, mais monsieur le président, vous, le grand visionnaire, le sachant qui donnait des leçons à la terre entière, y compris aux experts nucléaires, vous pourriez, je sais pas, peut-être pas démissionner, mais enfin, présenter des excuses à la nation. Vous avez planté le pays, vous avez planté l'énergie de nos industries, vous avez planté des gens, des petits boulangers qui ont fermé leur commerce parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur électricité qu'on importait à ce moment-là. Tout ça passe crème. C'est un fiasco. Et je terminerai par ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy, qui était l'ancien patron d'EDF, qui s'est fait lourder. Comme tous les patrons d'EDF. Jean-Bernard Lévy, devant les universités du MEDEF, je crois que c'était à Longchamp, qui était encore patron d'EDF, dit la chose suivante. Il dit, moi, donc sous-entendu le président de la République, a annoncé qu'on fermait des réacteurs. Bon. Plein de gens ont contesté, Loïc Le Floch-Préjean, paix à son âme, Henri Proglio et d'autres. Moi, dit Jean-Bernard Lévy, j'avais embauché des gens pour fermer des réacteurs. Et là, j'apprends que le président veut ouvrir de nouvelles petites centrales. Vous allez rire, je n'ai pas la main-d'œuvre. Et on a été obligé, parce que c'est la fin du fiasco, de demander à des experts américains de venir filer un coup de main à la filière nucléaire française. Eh bien, ça, si c'est pas un échec politique de grande ampleur, et je me demande ce que les gaullistes font pour ne pas monter au créneau et défendre mordicus ce plantage de la gauche et ce plantage d'Emmanuel Macron. C'est de la haute trahison. Moi, vous allez un peu loin quand même. Non, c'est de la haute trahison, mais de la part de tout le monde, parce qu'on peut pas dire, écoutez, mais ça serait intéressant de savoir combien ça nous a coûté surtout. Des milliards. On peut pas dire que l'UMP était très en pointe, puisqu'on parlait des gaullistes. La CGT a toujours défendu le nucléaire. Absolument. La CGT, de toute façon, c'est clair. Si on regarde aujourd'hui le paysage, ceux qui défendent encore le nucléaire, c'est la CGT et le Rassemblement national. Punto basta. Tous les autres ont trahi. Bon, ce qui est clair de toute façon, c'est que c'est une trahison de longue date, ça fait 40 ans qu'ils ont tous trahi les uns après les autres, et il faut se poser la question, est-ce que c'est la faute de l'Allemagne ou est-ce que c'est la faute finalement de ceux qui ont laissé faire l'Allemagne? Moi j'ai tendance à penser que l'Allemagne, elle fait son job d'Allemagne depuis toujours, et on ne rendra jamais un tigre végétarien, vous voyez. L'Allemagne, elle a toujours été prédatrice, elle a toujours voulu défendre ses intérêts nationaux, je le comprends, et ils ont toujours essayé effectivement de nous mettre des coins dans les portes parce qu'on avait un nucléaire, une électricité pas chère grâce au nucléaire. Et c'est les enquiquinés, pourquoi? Souvenez-vous, Madame Merkel qui était pour le Ost vers l'Est. Alors il fallait regarder vers l'Est, il fallait construire absolument des tuyaux pour aller prendre le gaz vers la Russie, et puis elle voulait devenir la championne de la gazinière, et puis comme ça fournir toute l'Europe. Sauf que évidemment elle n'avait pas prévu le problème avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, et donc on s'est retrouvé ensuite avec une énergie super chère, et maintenant on peut plus payer. Mais le problème, que les Allemands défendent leurs intérêts, et de ce point de vue-là, Madame von der Leyen ne fait que défendre les intérêts de l'Allemagne, c'est clair et net, à tout point de vue. Qu'elle le fasse, c'est pas très bien en tant que présidente de la Commission, mais enfin bon, ça peut se comprendre. Mais le problème, c'est que les Français se sont laissés enfoncer. Et je vais vous dire... La gauche et les écolos nous ont enfoncés. Non mais ça c'est vrai. Mais moi je rajouterais Jospin, qui a accordé quand même à Dominique Voynet l'arrêt de Superphénix, c'est le premier en 1997. Et je rajouterais dans le panier à salade également Monsieur Hollande, désolé, avec son accord PS Vert en 2012, pour réduire à 50% la part du nucléaire qui était avant de 75%. Donc tous ces gens-là ont coulé notre nucléaire. Et vous savez combien ça nous coûte, Cécile, cette petite plaisanterie? 10 milliards par an. Voilà. Sébastien Ménard. Je n'enlève rien à ce que vient de dire Marina. Bravo.
c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. C'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, c'est la faute de François Hollande. C'est la faute de ce qu'on appelle l'État profond, qui s'est aussi quelque part laissé guider, berner par une espèce de doxa politico-médiatique, parce que bon, moi j'ai aussi fait, entre guillemets, avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui, un peu de politique à droite, monsieur Revel, à l'UMP, au RPR. Voilà, je me rappelle très bien les conventions énergie. On a défendu pendant très longtemps le nucléaire, jusqu'à un moment donné aussi se confondre dans cette espèce de doxa un peu sociétale qui consistait à dire, rappelez-vous Fukushima, etc. Et Fukushima, ça n'a jamais été un accident nucléaire. Attendez, mais c'est un autre sujet, monsieur Revel. Oui. Mais ça a traumatisé les gens. Et puis quand vous discutez à table, Madame Buisson, avec vos enfants, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, le nucléaire, c'est pas bien, machin, c'est ceci, c'est cela. Vous nous emmerdez avec... Et c'est ça la réalité. Et que tous les politiques, ils ont glissé. Et évidemment, en opportunité, l'Allemagne n'a pas glissé là-dessus. L'Allemagne a utilisé... Elle a fait son travail de lobbyiste, antagoniste des intérêts français. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, monsieur Revel, vous avez vendu suffisamment de bouquins. Il n'est pas nécessaire d'accabler Macron. Van der Leyen, je veux bien, Macron un peu moins. Mais la réalité, c'est que la responsabilité, c'est quand même lui qui a pris la responsabilité. Excusez-moi. Mais j'ai du toupet. C'est ça la marque de fabrique des macronistes, c'est que c'est jamais de leur faute. Ils reconnaissent jamais leur erreur. Mais c'est facile. Moi, je reconnais toutes mes erreurs. Moi, je reconnais toutes mes erreurs. Mais manifester, monsieur Revel. On vous a pas beaucoup entendu. Fallait manifester. Vous devez pas regarder les chaînes ou écouter les radios où je travaille, cher ami. Mais c'est pas mainstream. Mais les macronistes sont tellement arrogants et leur hubris les étouffe tellement. Mais c'est un échec global. Bien sûr, c'est la faute de l'autre. Ça va nous permettre de boucler la boucle de cette émission, à savoir s'il y a un moment où il faudrait une commission d'enquête parlementaire et peut-être même une commission d'enquête parlementaire. Mais vous êtes prétentieux aussi, vous voulez boucler l'émission. Non, mais là pour le coup, on est effectivement sur quelque chose où ça s'y prête totalement, où effectivement Ursula von der Leyen a des comptes à rendre. Nous, à échelle française, le président actuel, par la force des choses, mais l'ancien président aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Au ministre pour avoir des comptes à rendre, et c'est comprendre en fait par quel calcul on en est arrivé à se dire, alors l'intention est louable, hein, le mix énergétique du 50-50, sur le papier c'est louable. Mais quels sont les calculs financiers qui ont été faits et comment n'a-t-on pas pu voir? Mais même écologique, Samuel, les calculs écologiques qui ont été faits étaient tronqués. L'énergie nucléaire, j'entends, et je ne remets pas en cause l'éolien, et je vais vous le mettre sur la tronche, Samuel. C'est l'idéologie de vos copains socialo, écolo, couleur pastèque. C'est ça la réalité. Vous voyez comment la gauche se désolidarise et pourtant ils vont fusionner leur liste au deuxième tour municipal. Pas forcément. Cela dit, mes chers amis, je voulais vous dire une chose. Les déclarations de Madame von der Leyen ne changeront strictement rien à la suite des opérations. Elle est venue à Canossa, forcément. C'était un congrès sur le climat en France. Mais non, mais il suffit de regarder qui est commissaire européen à l'énergie. Vous voulez que je vous dise? Alors, je vais vous dire. Premier commissaire européen à l'énergie, une certaine Madame Teresa Ribera, qui est une écolo espagnole. Son combat de sa vie, quand elle se douche, quand elle se lève, c'est l'anti-nucléaire. Et le deuxième commissaire, c'est un certain monsieur Jorgensen, qui vient, je probablement le prononce mal, qui vient du Danemark, qui est également un écolo, qui est également un écolo, et dont le combat également de sa vie, quand il prend sa douche et quand il se rase le matin, c'est contre le nucléaire. Donc ça ne changera pas. Il ne prend pas de douche, il fait pipi dans des toilettes avec de la sueur. 826 300 300, Eric est avec nous. Non, il n'est plus avec nous. D'accord. Appelez Stéphane Séjourné, on sera sauvés. Olivier, vous vouliez réagir peut-être de ce que vous entendez? Parce que alors c'est drôle parce que pendant que vous discutiez, je me suis remémoré des publicités qu'on voyait à la télé à l'époque. On vous disait, c'est une perceuse nucléaire, c'est un sèche-cheveux nucléaire. Exact. EDF faisait beaucoup de publicités pour l'énergie nucléaire et d'un coup, boum, tout est tombé à l'eau. Nous, on n'était pas nés, nous, monsieur, avec Samuel. On ne sait pas. On n'a pas vu ça. C'est pas si vieux que ça. Hein. Je reviens sur Olivier, bougez pas. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous nous disiez, Marie-Laure Buisson, 10 milliards par an. Oui. Mais qu'est-ce que ça a coûté aux Français, en fait? Mais ça a coûté notre indépendance énergique. Du pouvoir d'achat, beaucoup de pouvoir d'achat. Vous savez que à chaque fois que parce qu'on vient d'approuver là la PPE 3, c'est le plan d'énergie, plan d'énergie, programmation pluriannuelle. Je sais, mais je fais exprès de vous poser la question pour savoir si vous aviez bien bossé. Oh là, mais ça va.
Vous avez l'arrogance des macronistes qui ont planté ce pays et qui continuent à la ramener. C'est incroyable. Monsieur Ménard, je suis l'idiot utile pour vous, monsieur Revel. Vous n'avez jamais écrit de petites notes antinucléaires ? Ah non, moi j'ai pas. Attendez, non. Moi je me suis notamment dans le mouvement En Marche, puis La République En Marche, puis Renaissance. On s'en fout. Mais non, mais moi j'étais pro-nucléaire. J'ai toujours dit que c'était une énorme connerie, qu'on ne devait pas. C'est facile de le dire maintenant. Ils sont toujours dans le sens de l'histoire. Ils sont toujours dans le sens de l'histoire. Allez, je m'en vais. Je quitte ce plateau. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'on doit tous les jours arrêter nos réacteurs pour laisser passer les électrons solaires subventionnés par la France, d'accord ? Le fait d'arrêter nos réacteurs, ça nous coûte une fortune. Donc le mix énergétique prévu par la programmation pluriannuelle numéro 3, eh bien c'est une catastrophe et ça coûte une fortune aux Français. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, raison pour laquelle des petits boulangers doivent fermer maintenant leur boutique et ne peuvent plus vendre leurs croissants parce qu'ils ne peuvent plus payer l'énergie. Voilà. Merci en tout cas. Merci Olivier d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec Philippe David parce que juste après nous, il sera en direct jusqu'à 20h dans ce joli petit village, cette belle commune de Lot-et-Garonne. On en parle dans un instant. Il est en direct de Foulayronnes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Éric Revel, Samuel Botton, Sébastien Ménard, Marie-Laure Buisson et direction cette magnifique commune de Foulayronnes avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir à tous les Foulayronniers noirs. Foulayronais, c'est ça? Comment on dit? Foulayronais, proprement dit. Foulayronais. Alors, on va vous montrer quelque chose. Est-ce que vous êtes là, Foulayronnes? Vous pouvez essayer de répondre pour montrer... Attendez, excusez-moi. Vous pouvez recommencer? Est-ce que vous êtes là, Foulayronnes? Non mais là vous êtes... non mais excusez-moi. Là vous êtes en dessous. Ils sont quatre. Alors excusez-moi. Ils sont 2 ou 3. On va vous montrer la différence. Ok? Allez-y. Sud Radio, vous êtes là? Alors, attendez, là, on va vous rendre la monnaie digne de l'essai mythique Philippe Sella à Twickenham. Est-ce que vous êtes là, Foulayronnes? C'est quoi ces petits bras là? Est-ce que je peux quelque chose ici? Alors attendez. Oui. On vous fait une dernière démonstration. Attention, 3, 2, 1 les amis. Bon allez, là on met le point final, la transformation finale parce qu'on va applaudir en plus. Est-ce que vous êtes là, Foulayronnes? Philippe David. Je viens de tenter quelque chose. Foulayronnes, est-ce que vous voulez que Philippe David pose sa tournée générale? Alors il a dit, est-ce que Foulayronnes veut que Philippe David fasse sa tournée générale? On est bien preneur. Ça vous coûtera pas cher. J'attends avec impatience le numéro de carte de crédit de Samuel Botton. Non, c'est pas un cher. Vous allez voir le musée du côté 15 € pour tout le monde. Ah oui, il y a des choses très bonnes ici. Ah oui. Philippe, allez, il nous reste 40 secondes, mon cher Philippe, pour que vous nous annonciez les vraies voix du jour. Le Maryland est plein, il y a un monde, c'est complètement fou pour ceux qui regardent en vidéo et on va parler de tous les sujets qui touchent les gens d'ici. On va parler d'agriculture, on va parler d'aménagement du territoire, on va parler transport, services publics. On a des agriculteurs notamment, un nous a apporté 8 barquettes de gariguettes et de ciforettes, les premières de la saison. Elles n'ont pas fait long feu et elles étaient sublimes. Dommage qu'elles soient rouges quoi. Eh bien écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée dans un instant les amis, merci beaucoup. On remercie Éric Revel, Sébastien Ménard, Samuel Botton, Marie-Laure Buisson. Merci Cécile, merci 1000 fois. Dans un instant, le livret à tout de suite. Vous, Assurance Vie, quelle est la solution la plus attractive? Thomas Binet, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on se retrouve demain à partir de 17h et j'embrasse mon équipe que j'adore. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de